Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Amand. Merci Olivier d'avoir accepté notre invitation. Allez, je tente une présentation rapide. Olivier, tu es biologiste, directeur de recherche à l'INRAE, dans le laboratoire de reproduction et de développement des plantes au sein de l'ENS de Lyon. Tu es directeur de l'Institut Michel Serres, tu es aussi conférencier et expert APM, et tu es aussi auteur. Quelques-uns de tes ouvrages que tu as écrits ou coécrits: Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant aux éditions Gallimard, La troisième voie du vivant aux éditions Di Jacob, Le manifeste pour une santé aux éditions Utopia. Nous, on adore. Avec Lucie, on a aussi très envie de t'entendre sur des sujets comme le vivant, la biodiversité, les enzymes, l'effet rebond, la loi Goodhart, l'efficacité, l'efficience, les différences qu'on peut avoir là-dedans. Bien évidemment, on va parler d'indicateurs, de croissance, de robustesse, de fluctuation, des variations. Et puis on aura très certainement cette notion de ralentissement, de partage, d'inclusion, de santé. En tout cas, tu le sais, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui au micro de Tipping Point. Et avant d'aborder tous ces thèmes, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Merci de l'invitation déjà. Donc, tu as déjà tout dit. Je suis biologiste. Alors en fait, je suis un Auvergnat. Peut-être que je vais prendre un autre angle. Quand j'étais petit, tous les week-ends, on allait se balader dans la chaîne des Puys. Et je pense que ça a dû laisser une trace quelque part. Donc, parce que dans la famille, il n'y a pas beaucoup de scientifiques. C'est même c'est un des minoritaires dans la famille. Mais ce lien à la nature, il est assez fort. Et du coup, ça a dû laisser une trace. Et donc, je fais mon petit parcours de biologiste. Peut-être je peux dire un petit mot supplémentaire. C'est dans mon parcours de biologiste, c'est que en fait, je me suis construit un peu en réaction à la façon dont on m'a enseigné la biologie. C'est que quand je me baladais dans la nature, c'est merveilleux, c'est tout. Voilà, c'est vraiment. Quand on est un enfant, c'est extraordinaire. C'est vraiment merveilleux, quoi. Et quand on enseigne la biologie, alors c'est déjà segmenté. On fait des petits morceaux, on voit pas l'ensemble. Et puis quand on poursuit ses études, on a une vision de plus en plus canalisée de la biologie. Moi, mes études supérieures de biologie, ça a été beaucoup de biologie moléculaire. Beaucoup d'ADN, beaucoup de protéines, et du coup on se dit en fait c'est très pauvre. Enfin, même on peut prendre l'exemple des labos qui font de la biologie. Souvent le logo c'est une molécule d'ADN, quoi. Donc ça réduit toute la biologie à une molécule, quoi. Et donc moi j'étais vraiment en réaction beaucoup à ça, et jusqu'à ce que j'approche la biologie systémique, où là on travaille sur les interactions, et là j'ai respiré. Et pourquoi cette approche-là de la biologie ? Alors pourquoi ? Alors il y a deux pourquoi. Il y a des rencontres. J'ai rencontré des personnes, notamment Yann Trass, qui était très porteur sur ces questions-là, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur un certain nombre de sujets, qui est à Lyon d'ailleurs, et qui est un grand monsieur de la biologie végétale, quoi. Donc, il m'a bien ouvert les yeux là-dessus, et aussi juste le fait qu'il y a un moment où on se dit en fait c'est ça qui me fascine dans le vivant, c'est les interactions. C'est pas forcément la couleur de la fleur. Enfin, oui, c'est un peu ça, mais c'est le produit des interactions, quoi. C'est tout ça, c'est toutes ces propriétés émergentes, c'est la fourmilière avec son architecture incroyable. Enfin, c'est plutôt ces choses-là, quoi. Donc, c'est l'approche systémique. En fait, je pense que ce qui me fascinait dans la nature, c'est le système, quoi. Enfin, ce réseau d'interactions incroyable. Comment est-ce qu'on passe de la biologie à un moment à parler à des entreprises, à des entrepreneurs, à des dirigeants? C'est quoi tout le chemin là qui t'amène à ce... C'est un chemin tortueux, évidemment. Ouais. En fait, moi j'ai un parcours vraiment classique de chercheur. J'ai fait une thèse, j'ai passé un peu de temps aux États-Unis, je suis revenu, mais là j'étais vraiment dans la biologie pure et dure.
Et quand même, avec cette réaction là, de lancer plus des approches systémiques, avec la biophysique interdisciplinaire, enfin s'ouvrir un peu, quoi, on finit par trouver des choses un peu différentes. Enfin, quand je dis on, c'est pas que moi, hein, c'est dans la communauté de ceux qui s'intéressent à la biologie de façon systémique, ben, on tombe sur cette idée de robustesse, donc voilà, de dire que les êtres vivants se gèrent les fluctuations, font des interactions, diversifient leurs interactions pour être plus robustes dans un monde fluctuant. Donc ça vient de la biologie. Donc moi, c'est ma première approche, en fait. C'est mon objet d'étude qui me l'a dit. En fait, il m'a dit, oui, je suis robuste. Mes plantes, quand on les étudie, on trouve des mécanismes de robustesse. Alors ça, je trouve ça super passionnant. Donc j'en ai parlé à d'autres cercles, à des artistes, à des entrepreneurs aussi, etc. Donc ça, j'ai commencé à en parler. Et je voyais bien qu'il y avait un écho qui passait assez bien, en fait. Hein. C'est un sujet qui intéresse. Mais le déclic pour moi, c'était quand j'ai commencé à en parler à des personnes qui sont dans le développement durable. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une dissonance, quoi. Parce que dans le monde du développement durable, il y a encore beaucoup d'optimisation, beaucoup de performance. Et la robustesse vient là un peu de façon magique en plus, quoi. Et en fait, il y a l'articulation entre performance et robustesse n'a pas été complètement comprise, quoi. Et donc, là, j'avance un peu vite, mais quand on comprend les vivants et qu'on comprend qu'ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants, là, je me suis dit, là, il y a une mission, là, quand même. Il faut absolument qu'on parle du développement durable d'une autre façon, quoi. Et du coup, aux entreprises, d'une autre façon, du développement durable. Bon, ça y revient. Et tu disais, les plantes ont des mécanismes de robustesse. Tu as un exemple à nous donner sur une plante Ouais, un arbre. Voilà, moi, je vais prendre un exemple bien caricatural. Un arbre qui prend la foudre. Donc là, c'est une très grosse fluctuation quand même, c'est qu'il se coupe en deux. Hein. Et ben, ce qu'on voit en fait, c'est que les arbres, avant qu'ils prennent la foudre, hein, les arbres en fait, ils vivent avec leur périphérie. En fait, c'est les cellules vivantes, c'est ce qu'il y a sous l'écorce. Et ce qu'il y a au cœur du tronc, c'est essentiellement des cellules mortes. Et il y a quelques cellules vivantes qui stockent des sucres. Ces stocks de sucre, c'est des stocks stratégiques. L'arbre, il les utilise jamais. Jamais. En fait, l'arbre vit avec ces cellules qui sont sous l'écorce, quoi. Et pourtant, il y a des stocks de sucre disponibles tout le temps, quoi. Alors, on peut se demander à quoi ça sert. Justement, quand il y a un accident, mais un accident majeur, donc voilà, le tronc qui est coupé en deux, l'arbre va utiliser ces stocks stratégiques. Et donc, avec ces stocks stratégiques, il va refaire des bourgeons, il va refaire des branches, des feuilles, il va refaire de la photosynthèse. Et avec cette photosynthèse, la première chose qu'il fait, c'est de remplir ces stocks stratégiques. Ça, c'est une forme de robustesse incroyable, hein, parce qu'en fait, ça veut dire que un arbre peut subir un choc énorme, mais il a pris suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir vivre avec un niveau de fluctuation qui est impensable, quoi, qui est peut-être une fois tous les 50 ans, quoi. Et ça, c'est dedans. Et alors, pardon, moi j'ai pas fait bio, hein, mais qu'est-ce qui lui permet en fait de créer des bourgeons quand il n'utilise pas ses stocks en fait en fait, il a besoin de ces sucres pour dédifférencier certaines cellules. Donc en fait, il y a des cellules qui sont là, qui font pas grand chose, quoi, qui sont juste là, et il est capable de les transformer en groupes de cellules qui vont proliférer. C'est presque un petit cancer, hein, quelque part, mais c'est un cancer organisé, quoi. C'est pas un cancer qui part dans tous les sens, et anarchique, etc. Donc c'est plutôt un groupe de cellules qui va d'un seul coup se mettre à se diviser plus, et donc a besoin d'énergie pour ça, donc a besoin de sucre pour ça. Et ce petit groupe de cellules qui se divise, ça devient un bourgeon. Et ce bourgeon, c'est en fait, dès qu'on a un bourgeon, on peut tout faire, quoi. C'est un peu la boîte à outils du végétal. C'est le mot méristème qui vient. C'est des groupes de cellules en division qui sont capables de générer tous les organes. Des feuilles, des fleurs, des tiges, des racines, tout ce qu'on veut, quoi. D'accord. Et la robustesse, alors peut-être que tu peux nous la décrire un petit peu plus, mais dans ce mot-là, en fait, à tort, je pense, on entend un peu de stabilité. Et donc, ma question, au-delà de la définition de la robustesse, c'est dans le monde actuel qui est en extrême transformation, mouvement, où je pense que les végétaux ou les arbres, si on reste sur cet exemple-là, vivent des choses qu'ils n'ont jamais vécues, là où peut-être que la foudre de tout temps, la foudre existe, c'est un mécanisme naturel, là, ils sont quand même face à des conditions nouvelles. Est-ce que dans ces conditions-là nouvelles, il reste robuste ou est-ce que ça change les choses ? Alors, je vais bien définir la robustesse pour qu'on soit d'accord d'abord. Oui. Mais en effet, c'est une bonne question. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Oui. Donc ça, c'est à court terme. Et à long terme, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations.
Et donc les êtres vivants, et donc les plantes, elles sont en train de vivre, enfin elles ont toujours vécu des fluctuations incroyables depuis des millions d'années, quoi. Donc il y a eu, en fait, elles ont traversé des fluctuations énormes. Il y a 700 millions d'années, la Terre c'était une boule de neige. C'était gelé partout. Il y avait juste quelques endroits où il y avait de l'eau liquide. Et il y avait des êtres vivants. Alors il n'y avait pas de plantes, il y avait que des unicellulaires. Donc c'est des petits organismes vivants. Mais quand même, ils ont traversé des moments incroyables. Mais là où c'est différent aujourd'hui, c'est la dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une dynamique du changement qui est, c'est du jamais vu sur Terre, en tout cas de ce qu'on peut lire dans les enregistrements géologiques, quoi. Quand tu dis dynamique, c'est vitesse? La vitesse, oui, voilà. En fait, ça va à une vitesse. Juste pour donner un exemple, l'exemple de catastrophe qu'on connaît bien dans l'histoire géologique de la Terre, c'est les dinosaures, la fameuse météorite qui tombe, là. Alors, je vous refais le film. Donc, il y a 66 millions d'années, 300 000 ans avant que la météorite tombe, les dinosaures étaient déjà en train de décliner. 300 000 ans. Ça, c'était à cause des volcans, du Décan. Donc, il y avait déjà une sorte de pollution atmosphérique, mais sur 300 000 ans. 300 000 ans. La météorite est tombée et il a fallu 33 000 ans pour que les dinosaures disparaissent. C'est qu'on a un peu cette image hollywoodienne des dinosaures qui disparaissent dans la nuit, quoi. La bombe atomique ou je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Il a fallu 33 000 ans pour qu'ils disparaissent. Alors, faut comparer avec nous. En Europe, en 30 ans, on a perdu 80% des insectes en masse. En 30 ans. Donc, c'est plusieurs ordres de grandeur plus rapides, quoi. Et pourtant, la météorite, c'est un des exemples les plus frappants, littéralement, qu'on puisse imaginer comme événement rapide, quoi. Donc, on est dans une dynamique incroyable. Et donc, alors, les plantes, les animaux, les bactéries, tout ça, ça s'adapte. Donc, ça arrive à s'adapter dans un monde très fluctuant. Alors, surtout les plus petits, les bactéries, les unicellulaires, eux, ils ont une capacité d'évolution très rapide. Les plus gros, enfin, plus c'est gros et plus c'est difficile. Un éléphant, il y a plus de temps, quoi. Enfin, c'est des générations plus longues. Les arbres, c'est pareil, voilà. Et en plus, ils sont fixés. Donc, du coup, voilà, c'est plus compliqué pour les organismes vivants actuels. On peut le dire comme ça. Enfin, ils vont s'adapter, mais il y a des challenges, ouais. En fait, l'exemple typique, c'est l'Edelweiss, quoi. C'est des plantes à fleurs des cimes des Alpes, ou des montagnes. Elles aiment bien le froid. Si ça se réchauffe, elles vont monter de plus en plus haut, mais s'il n'y a plus de montagne, elles vont plus pouvoir monter, quoi. C'est un traquenard, quoi, quelque part. Donc, elles vont disparaître, quoi. Ici, parce que quand tu donnes ta définition de la robustesse, j'ai envie de dire, tiens, c'est marrant, ça ressemble un peu à la résilience. Pour autant, je pense qu'on n'y est pas. Je pense que tu vas me dire, t'as tout faux. Non, mais en fait, ça se parle. Mais en fait, le problème, c'est que la résilience a trop de définitions. C'est un mot trop polysémique. La résilience, elle a 3 définitions. La première définition historique, c'est la capacité d'un matériau à se déformer et à revenir à l'état initial. Donc voilà. Ça, c'est physique, très bien. C'est un matériau résilient, c'est ça. Il se déforme, il revient à son état initial. La deuxième définition de la résilience, c'est la résilience psychologique. Donc, je tombe et je me relève. Alors ça marche très bien dans des contextes médicaux très particuliers. Le problème actuellement, c'est que cette résilience psychologique-là, on la met à toutes les sauces, on la généralise au monde socio-économique, et ça devient une injonction à tomber pour se relever. Et c'est comme d'habitude, seuls les survivants écrivent l'histoire. Donc on ne sait pas ce qui se passe pour ceux qui sont tombés et qui ne se sont pas relevés, quoi. C'est la phrase de Thierry Ribaud, qui a écrit un bouquin contre la résilience, après Fukushima, et qui dit « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fou ». Et donc évidemment, on ne les entend pas les plus fous, on entend que les plus forts, quoi. Et aussi, il a une autre phrase pour ça. En fait, il était au Japon justement pour voir cette politique nationale de la résilience après Fukushima. Et la phrase qu'on a entendue au Japon, du gouvernement, c'était « Pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer ». Et là, vous sentez bien l'arnaque. C'est qu'en fait, c'est de la résilience, injonction au désastre, fataliser le désastre et délégitimer les résistances. Donc la résilience vue comme ça, c'est assez terrible. Et puis il y a une troisième définition de la résilience, qui est la résilience socio-écologique. Et là, en fait, c'est un abus de langage des écologistes. C'est ça qui est incroyable. C'est là, pour le coup, c'est les écolos qui ont fait un abus de langage. Donc c'est Karl Folke du Stockholm Resilience Center et ce groupe-là, quoi, qui dit que la résilience, c'est la capacité d'un système à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde fluctuant. Et du coup, ça se rapproche de la robustesse.
Mais et moi aussi, en fait, je me suis fait un peu avoir parce que pendant tout un temps, j'ai parlé de résilience sous cet angle-là, en pensant que c'était ça, la résilience. Et maintenant que je comprends comment c'est pris dans le monde socio-économique, et notamment dans ce monde néolibéral flamboyant, c'est la résilience psychologique appliquée au monde socio-économique. Et du coup, ça devient toxique, quoi. En fait, c'est une trajectoire. C'est une trajectoire où c'est plat, on tombe et on se relève. Et ben ça, c'est non seulement, c'est une trajectoire où tout le monde ne se relève pas, mais en plus, c'est une trajectoire, donc on peut l'optimiser. Et donc, en fait, cette résilience-là, elle est coincée encore dans le dogme de l'efficacité, de la performance. La robustesse, c'est plutôt des bornes qu'on élargit pour autoriser toutes les trajectoires. Mais du coup, en fait, on peut presque les opposer, hein. La résilience, c'est tomber pour se relever, et la robustesse, c'est se placer dans les conditions dans lesquelles on ne tombe pas. Du coup, si on fait le parallèle avec l'entreprise, ça veut dire quoi une entreprise robuste? Parce que là, on a bien compris pour l'arbre, pour un système vivant. Ouais. Alors pour une entreprise, il y a plein de choses. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il y a du déjà là robuste dans les entreprises. En fait, il ne faut pas imaginer que l'entreprise robuste, elle est extraterrestre, quoi, que c'est une sorte d'utopie et tout ça. En fait, les entreprises, ça fait longtemps qu'elles intègrent le risque. Mais c'est souvent un risque superficiel, un risque économique, quoi. Elles n'intègrent pas trop le risque social, encore moins le risque géopolitique et encore moins le risque écologique. Bon, dans le monde qui vient, il va falloir étendre ce risque, quoi. Il va falloir intégrer un risque beaucoup plus large. Mais pour donner des exemples quand même de premiers pas de robustesse, c'est des entreprises qui vont diversifier leurs activités. Donc, si elles vendent un bien particulier, elles vont aussi faire de la formation ou vendre des ateliers de réparation, par exemple, de ce bien, quoi. Là, c'est une diversité d'activités et d'un seul coup, elles ont d'autres façons d'avoir une valeur économique. Typiquement, je vais prendre un exemple de fluctuation simple, hein. Si la Chine envahit Taïwan dans un mois, toutes les entreprises qui dépendent de biens importés de Chine vont avoir des problèmes parce que la Chine va fermer ses frontières du jour au lendemain. Et du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces entreprises? Donc, si elles ont déjà des activités de formation, des activités de réparation, eh ben, elles sont capables de basculer de l'économie propriétaire à l'économie de la fonctionnalité. Faire des abonnements, faire des activités de formation, des activités de service, en fait. Et ben, elles sont robustes, du coup. Elles peuvent passer cette fluctuation. Si elles font vraiment que de la revente de biens chinois, c'est terminé. Elles n'ont plus d'activité. C'est extrêmement fragile, quoi. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est le banc de touche. C'est-à-dire qu'en fait, le banc de touche, donc en sport, hein, au foot, par exemple, il y a des sportifs des footballeurs qui ne jouent jamais, quoi. Ils sont payés, ils s'entraînent et ils jouent jamais. Alors on peut se dire quel gâchis donc c'est pas très performant tout ça, quoi. Mais la robustesse qui vient de ça, c'est tout simple, hein, c'est assurantiel, hein, typiquement. C'est s'il y en a un qui se blesse sur le terrain, il y en a un autre qui peut le remplacer. Mais même s'ils se blessent pas, ceux qui jouent sont rassurés pour leur santé mentale, hein, ils savent qu'il y a quelqu'un qui peut les remplacer. Donc ça, c'est pour l'équipe de foot. C'est pareil pour l'entreprise. Si tout le monde est au travail et travaille à 100%, ça met une pression à tout le monde, en fait. Alors que si on sait qu'il y a certaines personnes qui travaillent un peu moins, qu'en fait, on autorise c'est même pas autorisé, on devrait promouvoir le fait de bosser à 60%, à 80% pour garder ses marges de manœuvre, quoi. Le jour où il y a une grosse commande, c'est possible de répondre, quoi. En fait, c'est aussi simple que ça. Et c'est pareil pour les machines, hein. On fait jamais tourner une machine à 100% dans une entreprise. Parce que sinon, elle va se cramer. Et là, si tout est à 100%, on ne peut absolument pas gérer une fluctuation, quoi. Donc, pareil, les machines, on les fait tourner à 80%, à 60%, quoi. Et seulement à 100% en cas exceptionnel, quoi. Ça veut quand même dire qu'il faut, pour bien appréhender le concept, bien connaître ton contexte. Absolument. Alors, c'est en fait la première chose à réaliser, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui fait une double hypothèse très forte. La double hypothèse qu'on fait actuellement dans la plupart de nos projets économiques et politiques, ça va plus large que l'économie, hein. Notre double hypothèse, c'est que le monde est stable et qu'il est abondant en ressources. Et voire même, une troisième hypothèse, c'est qu'il est en paix. Bon, c'est 3 hypothèses fausses, hein. C'est aussi bête que ça, hein. Le monde est instable, et si on lit les rapports du GIEC, de l'IPBES, de la CIA, de l'OCDE, du Forum économique mondial, on rentre dans le monde de la polycrise. Donc en fait, on rentre dans le monde instable, de plus en plus instable. Le 21e siècle sera un siècle instable, fluctuant, turbulent, on peut mettre tous les mots qu'on veut, mais ça va tanguer. Donc c'est instable. Les pénuries chroniques de ressources, maintenant, c'est la norme. Quand on parle avec des entrepreneurs de la construction, ils font face à des pénuries de tuiles, d'acier, de granulats. Donc les pénuries chroniques, il n'y a pas que la moutarde à cause du Canada
et sa sécheresse. Hein. C'est vraiment... il y en a partout. Et la paix, on voit bien que c'est relatif. Il n'y a qu'à voir l'Ukraine, Israël, enfin voilà. Donc en fait, on est dans un... Donc ça, c'est le vrai monde... enfin, le vrai, je ne devrais pas dire vrai, hein, c'est le monde exact. C'est que le monde réel, il est tel qu'il est. Instable, voilà, tel qu'il est. Il est instable, en pénurie chronique de ressources et la paix en paix relative, quoi, on peut le dire comme ça. Du coup, les hypothèses qu'on fait, enfin en tout cas les solutions ou les modes d'action, les modes d'activité qu'on a dans un monde qui est fluctuant, en pénurie chronique de ressources et parfois en guerre, c'est pas du tout les mêmes. Et notamment, on n'est plus du tout dans le culte de la performance, quoi. C'est mécanique, hein. La performance, donc la somme de l'efficacité et de l'efficience. Donc efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Cette performance-là qui domine absolument partout, ça ne marche que si le monde est stable, en paix et en abondance de ressources. Et même chez les êtres vivants, hein, c'est ça qui est dingue, c'est que ça dépasse le monde économique. C'est le modèle du parasite, quoi. Un parasite, quand il rentre dans un corps, pour son échelle de vie, on va dire, le monde est stable, il est abondant en ressources et il est en paix, quoi. Et donc on peut y aller, quoi. On peut être performant. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Mais dans un monde instable, en pénurie chronique de ressources et parfois en guerre, il faut faire de la robustesse. C'est aussi bête que ça. Je me souviens dans le tract Gallimard, là, dans l'éloge que tu fais autour de la robustesse, tu as cet exemple sur l'hôpital. Où tu dis en fait de temps en temps l'entreprise ou l'institution a besoin d'être performante, et tu parles des urgences, mais tu dis en fait ça doit s'arrêter au système d'urgence. Si on gère un hôpital comme on gère les urgences, ce qui est un peu le cas, parce que c'est ce que tu décris, en fait on a un système qui devient complètement chaos en fait. Exactement. Alors ce qui est fou, c'est que donc on aurait pu croire après la crise Covid qu'on aurait appris de ça, hein, parce qu'on avait déjà un système. Donc enfin là aussi je refais un peu l'histoire, je vais pas remonter à 66 millions d'années, mais à 2008, crise financière. Donc on a une crise financière, du coup. Allez, politique d'austérité européenne, hein, c'est pas national, ça, c'est même assez mondial d'ailleurs, politique d'austérité. Donc c'est là où on voit Eric Woerth qui va sur tous les plateaux télé pour dire on va couper le nombre de lits dans les hôpitaux, c'est pas du tout optimal, on va optimiser l'hôpital et ça va être encore mieux pour les Français. Voilà. Donc du coup, on coupe le nombre de lits. Et donc partout, hein, pas qu'en France d'ailleurs, hein, ça a été partout. Et puis crise Covid, et là d'un seul coup on se dit ah oui, on n'a aucune marge de manœuvre en fait. Et donc l'hôpital était en tension avant, donc là il est en surtension pendant la crise Covid. Et bon, alors là, on lâche du lest, on augmente les marges de manœuvre pendant la crise Covid, et puis la crise Covid s'arrête, et qu'est-ce qui se passe ? En fait, on revient au système d'avant et on continue à enlever des lits. Aujourd'hui, l'hôpital est quasiment au même niveau de tension que pendant la crise Covid, alors qu'il n'y a pas de pandémie. Hein. Donc à la prochaine pandémie, on n'aura pas... Alors déjà, on aura beaucoup moins de marge de manœuvre en termes financiers, quoi, parce que ça, c'est un peu un one-shot. On ne peut pas le faire 36 fois. Hein, parce que ce qu'on a fait là, le quoi qu'il en coûte, il y a un moment où ça coûte quand même. Donc on ne peut pas faire ça tout le temps. Et surtout, on n'a pas du tout anticipé les marges de manœuvre qu'il fallait, quoi. Donc il faut vraiment repenser complètement l'hôpital. Alors il y a plein de réflexions. Hein, il y a plein de penseurs. Moi, je viens là vraiment en hélicoptère, hein, très très loin. Je ne suis pas du tout un expert de l'hôpital. Mais là, en tout cas, le premier principe de robustesse, alors pour l'hôpital, c'est vraiment essentiel. Quand on est en urgence, qu'on a son bras qui est coupé, là, on veut de la performance tout de suite, parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc là, il faut vraiment de la performance, mais le reste du temps, il faut de la robustesse. Si l'hôpital n'est pas robuste, ça veut dire que tout le monde est en burn-out. Et donc, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'on est mal soigné, quoi, hein, forcément. Hein. Et puis, en plus, des soignants qui eux-mêmes commencent à démissionner, etc. Quoi. Et dans ton concept, enfin, je te le donne, mais... Il est à toi, il t'appartient. Voilà. En tout cas, dans la robustesse, est-ce qu'il y a un phénomène d'apprentissage aussi ou, entre guillemets, uniquement d'adaptation par rapport aux conditions extérieures ? Alors, j'ai même envie de dire qu'il y a une part de la première phase, c'est la désintoxication. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous intoxiqués à la performance. Moi aussi, hein, enfin, je veux dire, c'est général. Hein. On est dans ce mainstream qui nous fait croire que la performance, c'est positif. Et qu'on est vraiment dans un culte de la performance. On est même dans un délire de la performance. Je vais vous donner des exemples. Elon Musk, avec son projet de fusée SpaceX là, pour aller sur Mars. Alors, c'est vraiment... là, c'est vraiment du délire de la performance parce que on sait faire des fusées, mais on ne saura pas habiter sur Mars. On ne sait pas faire, aujourd'hui, sur Terre, l'agriculture circulaire. Hein. C'est dans une pièce... tout fermé, enfin une serre, quoi, tout fermé hermétiquement. On met du sol, de l'eau, des plantes.
Et puis on espère que tout ça cycle gentiment là. Bah non, c'est beaucoup trop, c'est un trop petit volume quoi. Ça vérifie. Hollywood nous l'a dit, il y a eu un film comme ça avec Matt Damon. On voit Matt Damon en train de planter ses pommes de terre. Voilà. Bon, ça c'est pas pour 2100, c'est pas pour 2200. Hein. C'est pour beaucoup plus longtemps. Okay. Et à vrai dire, est-ce que vraiment on a besoin de ça? En fait, j'espère qu'Elon Musk écoute ce podcast. Oui. C'est un projet délirant, mais c'est même délirant. Alors il y a le côté, là je vous donne un argument vraiment bêtement pragmatique scientifique, c'est-à-dire que ce n'est pas possible de vivre sur Mars, ce n'est pas possible, et pas possible à moyen terme. Donc c'est pas la peine d'investir des tas de milliers de millions d'euros, milliards d'euros dans des fusées, tout ça. C'est vraiment les Shadok. Hein. Donc ça, c'est le premier argument. Et puis le deuxième argument qui est presque plus important, d'ailleurs c'est celui que soulève souvent Aurélien Barraud, hein, c'est l'idée que c'est le symbole, quoi. C'est qu'en fait, on fait des fusées pour aller sur un lieu de mort. C'est un projet de mort. Et alors c'est ça qui est incroyable, c'est que dans les projets d'ultra-performance, en fait, la performance révèle son vrai visage. Les très performants ont toujours des projets de mort. Donc c'est Elon Musk avec sa fusée pour aller sur une planète morte. C'est Mark Zuckerberg qui fait un bunker à Hawaï. Bah, c'est un tombeau, un bunker. Hein. C'est un tombeau, hein, c'est les nouveaux pharaons, quoi. Puis après, c'est tous les dictateurs, hein, c'est Poutine, enfin voilà, tous ceux qu'on voit, toute la série de clowns populistes, là. Ils ont tous des projets de mort. Hein. Même Javier Miller avec sa tronçonneuse, physiquement, il dit la mort, quoi. Donc en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que la robustesse, c'est la vie. C'est vraiment très clair. Et quand on vit avec les fluctuations, en fait, on vit. C'est l'eau tiède, c'est le cadavre. Il faut vivre avec les fluctuations, quoi. Ouais. Et tu disais un petit animal sera plus robuste qu'un gros animal, en prenant l'exemple de l'éléphant. Est-ce que c'est valable aussi pour l'entreprise ou pas? Alors oui, ça dépend comment elle est faite. C'est qu'une entreprise qui a un comportement très modulaire, enfin une organisation très modulaire, en fait c'est un ensemble de petites unités interconnectées. Ça c'est très robuste. Parce qu'en fait chaque unité est autonome. En fait, ça revient, c'est souvent ce qu'on dit pour le Frédéric Laloux, là, le Reinventing Organization, là, par exemple des équipes de 12 en autogouvernance, en partie autonome. Bah, ça, c'est robuste, en fait, parce que du coup, et l'ensemble, du coup, le réseau devient robuste. Pour prendre un contre-exemple un peu caricatural, une entreprise très pyramidale avec un PDG emblématique, bon, ça, c'est hyper fragile. Parce qu'il arrive un accident au PDG et ça y est, tout le monde se défile, les investisseurs lâchent l'affaire, etc. Donc, et d'ailleurs, c'est là aussi, ça fait écho vivant. Hein. Les êtres vivants, ce qu'ils ont sélectionné au cours de l'évolution, c'est pas de faire des cellules de plus en plus grosses, quoi. C'est de diviser les cellules, quoi, de compartimenter. Donc, de faire des structures, des petites structures autonomes, mais qui sont interconnectées sous un format modulaire et l'ensemble devient robuste. Et là, alors, dès qu'on prononce le mot autonome, il faut bien préciser, c'est toujours la sémantique, c'est super important. Quand je dis autonome, ça ne veut pas dire le repli sur soi. Hein. L'autonomie dans le sens robuste, c'est de l'autonomie active. C'est quelque chose qu'on construit en permanence, où on interagit, etc. Et surtout, on multiplie les interactions avec les autres. Mais par contre, ça veut dire que si jamais, pour un accident imprévisible, si on n'a plus ces interactions, on survit. Mais on survit. C'est-à-dire que c'est pas la vie, quoi. C'est transitoire, quoi. On peut pas survivre très longtemps comme ça, mais au moins, on est capable de survivre comme ça. Et c'est ce que font les cellules. Hein. Enfin, moi, je peux prendre des cellules de votre corps, je les cultiverai en labo, elles vont vivre. Hein. Mais ça sera moins intéressant, hein, ça c'est clair. T'as une image qui est très intéressante, je trouve, pour parler de la robustness, notamment sur notre système de température. Oui. Tu dis, en fait... on est optimal à 40 et en fait on est sous-optimal. Je te laisse dérouler parce que je trouve ça particulièrement intéressant. C'est mon exemple favori parce que je pense qu'il permet de bien comprendre cette histoire de robustesse contre la performance. Donc on est à 37 degrés, ça c'est la température corporelle, et puis quand il y a un pathogène qui rentre dans notre corps, une bactérie, un virus, on a la fièvre, enfin on peut avoir la fièvre, donc on monte à 38, à 39, 40 degrés. Et en fait, moi, si je prends les protéines, les enzymes de votre corps et que je mesure leur activité en tube à essai, je vais trouver en effet que l'optimum, il n'est pas à 37 degrés, il est plutôt à 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, on n'est pas au maximum de performance, on n'est même pas à l'optimum de performance, on est sous l'optimum de performance. Mais bien en dessous, hein, en fait, et ça, alors les biologistes le savent bien, 3 degrés de différence, c'est énorme. Hein, ça veut dire qu'il y a certaines enzymes qui sont vraiment 1 million de fois, voire plus, actives à 40 degrés qu'à 37 degrés. Et donc, c'est ça qui est incroyable. En fait, il y a un message tout simple, hein, c'est que à 37 degrés, donc notre corps fonctionne de façon satisfaisante, mention passable, 10 sur 20, quoi, voilà.
pas plus. Et puis, quand il y a un pathogène, et ben là, notre système immunitaire, notamment notre métabolisme et notamment notre système immunitaire, devient plus performant. Il augmente ses performances pour pouvoir dézinguer le pathogène. Et donc là, c'est un moment de performance, mais transitoire. 3 jours. Hein. Après 40 degrés, c'est 3 jours en continu. Après, c'est mortel. Hein. Ouais. C'est un burn-out moléculaire. Les protéines se dénaturent et ça marche plus du tout. Quoi. Donc, on revient à la vitesse de croisière. Après. Donc, ça veut dire... Pardon, j'essaie de donner une image, mais on est vulnérable systématiquement, mais on a cette capacité à se défendre. Exactement. Alors, c'est même une vulnérabilité, enfin c'est vrai, hein, c'est une vraie vulnérabilité, mais qui est sous contrôle. En fait, c'est là où ça fait la différence entre la robustesse et la résilience. C'est que pour être vraiment résilient, il faut d'abord être robuste. C'est que si on est robuste, bah, du coup, on peut tomber, mais on va se relever, quoi. Bah, c'est ça, en fait. C'est qu'à 37 degrés, on peut tomber, mais on se relèvera, quoi. Et donc, pour une entreprise, c'est-à-dire, elle doit être capable d'identifier son niveau de sous-optimalité et donc sa vulnérabilité, mais elle doit être aussi capable d'un moment de se dire, comme tu disais tout à l'heure, là on a un pic de commande, donc on doit produire en masse, produisons en masse, sans que ça affecte finalement l'appareil productif, quoi, l'industrie, les gens, etc., etc. Voilà, mais il faut une bonne raison. Hein. Faut une bonne raison. À la limite, l'exemple typique, ce serait la start-up, quoi. La start-up, au tout début, une start-up, elle doit être dans la performance, elle n'a pas le choix. Hein. Pour rentrer sur le marché, il faut être performant au début. Mais par contre, le risque de la start-up, bah, c'est là où la désintoxication vient, c'est que quand on est très performant, c'est très addictif. Et donc, si on commence en étant très performant, on se dit, ah bah, je vais pouvoir continuer comme ça. Et donc, j'y vais à fond. Et puis, on s'intoxique. On se dit, ah oui, en fait, ça marche. Je grossis. Et puis, paf, ça explose, quoi. Bah, c'est l'exemple typique d'une startup, quoi. Bah, une startup qui pense le monde fluctuant, elle se dit, dans 2 ans, je passe en mode robuste. Donc, ça veut dire que pendant les 2 premières années où je suis dans la performance, je commence à investir dans ma robustesse. Parce qu'en effet, c'est de l'investissement, c'est de l'éducation, c'est un chemin, quoi. Donc, ce que tu dis, c'est qu'un projet naissant doit d'abord être performant, atteindre sa taille critique pour aller, mais doit déjà intégrer les germes de la robustesse dans son modèle d'affaires, dans son modèle de développement, etc. Exactement. Okay. Ouais, parce que moi j'ai repensé là en début de semaine à cette notion de taille critique en disant mais est-ce qu'il y a un moment où il faut pas atteindre une taille critique pour pouvoir être performant parce que sinon tu es tout de suite en vulnérabilité, mais si t'as pas ta capacité à te défendre, il faut tu faut un petit meurs. stock, faut un petit stock, exactement. Il faut un peu de sucre à la racine. Exactement, c'est exactement ça. Moi je voulais revenir sur cette notion quand tu évoquais l'hôpital. On voit bien finalement que c'est une approche qui est systémique, parce que là on a pris le sujet de l'hôpital, mais donc en fait c'est comment est-ce que moi, l'État ou chef d'État ou groupement de personnes qui sont à la tête de l'État, je vais décider d'allouer les fonds plutôt à ma santé, plutôt à l'agriculture ou plutôt à mon industrie de défense. Pareil dans l'entreprise, alors j'ai envie de te dire c'est peut-être un peu plus simple dans l'entreprise parce que là pour le coup tu as un groupe de dirigeants et c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus contenu à maîtriser, mais comment est-ce que déjà, c'est quoi ta définition de la systémie et ensuite comment est-ce que tu vas faire ces arbitrages naturellement, je me dirais, pour un État, c'est de dire il faut éduquer sa population, il faut la soigner, il faut la nourrir. Et on va te dire, on verra après pour dépenser des fourches et des haches pour aller se battre contre les voisins si on a besoin d'aller se battre. Oui, alors ça, c'est évidemment un monde idéal, mais... Alors, je vais peut-être d'abord répondre à la question... En fait, pour moi, la bascule, là, elle demande surtout du courage politique. Et du courage politique aussi dans l'entreprise. Hein. Quand je dis courage politique, c'est au sens politique, au sens de décision, quoi. Courage de décision. Donc, il y a la partie désintoxication, de comprendre que la performance a plein de défauts et que ça nous fragilise, au sens total du terme, sur le plan écologique, social, économique, financier, géopolitique. C'est une usine à fragiliser, hein, la performance. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est le courage politique. Donc ça veut dire que, en fait, c'est se rendre compte que d'être complètement à contre-courant, donc d'aller dire aux citoyens quand on est politique ou à ses collaborateurs quand on est chef d'entreprise que on va miser sur la robustesse. Parce que quand on dit ça et qu'on explique et qu'on fait de la vraie robustesse, ça veut dire qu'on va aller contre la performance. Et ça, c'est compliqué quand même. Alors, quand on est un personnel politique, dire qu'on va pas être performant, ça va faire tiquer, hein, quand même. Hein. Les électeurs, eux, ils veulent de l'efficacité. Hein.
Emmanuel Macron n'arrête pas de parler d'efficacité. Et maintenant, il parle même de réarmement. Donc, on passe de la performance à la violence. Mais ça, c'est normal. Ça va tout à fait ensemble. Oui, et dans l'entreprise, les collaborateurs aussi, puisqu'ils ont envie que leur entreprise soit leader, qu'ils soient les mieux payés. Exactement, c'est tout pareil. En fait, cette performance, elle est vraiment vue comme, elle est perçue très positivement. Donc, il faut un vrai travail pédagogique. Se désintoxiquer, voilà. Être junkie, en fait. Voilà, exactement. Et il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire que si on est convaincu soi-même, si je suis chef d'entreprise et que je suis convaincu que pour maintenir mon entreprise, il faut faire de la robustesse, il ne faut pas que je le garde pour moi, quoi. Il faut en parler tous les jours, parce que on est comme dans une secte. Et donc, si on a vu qu'on était dans une secte et qu'on veut en sortir, il faut en parler tous les jours. Et donc, c'est ce que je dis souvent, d'ailleurs, aux chefs d'entreprise. Je leur dis, le premier rôle d'un leader, c'est de désinhiber son collectif. Parce qu'en fait, on est tous exposés à de l'information mainstream, et notamment à cette idée de performance nécessairement positive. Donc, si on commence à comprendre qu'il y a un problème avec ce culte de la performance, et du coup, on veut mettre en place de la robustesse construite contre la performance, là, il faut en parler, mais tous les jours et de plein de façons différentes, reformuler, faire des ateliers, des jeux, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Mais il faut vraiment y aller franco, quoi. Et sur la systémique, du coup, alors, moi, ma définition de la systémique, c'est en fait, ça revient à la définition d'un système. Un système, c'est un ensemble d'entités qui interagissent selon des lois simples. C'est ça, un système. Donc, c'est vraiment la définition la plus simple qu'on puisse imaginer. Mais le mot important, c'est le mot interaction. Enfin, ils interagissent, quoi, des éléments qui interagissent. Souvent, quand on a des problèmes, des entreprises, des projets, tout ce qu'on veut, en fait, nous, les humains, avec notre cerveau qui a des tas de défauts, on a plutôt tendance à se concentrer sur les éléments. Donc, par exemple, si j'ai un problème de compétence, je vais essayer de recruter quelqu'un. Si j'ai un problème d'innovation, je vais acheter un nouvel équipement, quoi. Donc, on ajoute des éléments. On se rend bien compte qu'il y a un problème dans notre système, quoi. On ajoute des éléments dans un système sans changer les interactions. Alors, quand on fait ça, ça ne change rien à la trajectoire. C'est si on veut changer la trajectoire de son entreprise, ça sert à rien d'ajouter ou d'enlever des éléments, il faut changer les interactions. C'est ça le message principal de la systémique, c'est les interactions. Le levier de la transformation, ce sont les interactions. Donc je le dis parfois de façon très caricaturale et anecdotique, c'est dire dans un bureau, si j'achète une imprimante et que je la mets dans un bureau, il y a peu de chances que ça change la trajectoire de l'entreprise. Par contre, si je fais interagir un de mes collaborateurs avec quelqu'un avec qui il n'a jamais interagi, ça va changer la trajectoire de mon entreprise. Et alors c'est là que c'est assez fort, la systémique, c'est que ça résout vraiment les problèmes, parce qu'on va au cœur du système. Un problème, c'est un problème d'interaction. Donc si on ne change pas les interactions, on ne résout pas le problème. Donc il faut taper dans les interactions pour résoudre le problème. La deuxième chose, c'est que ça coûte moins cher. Là, je vous le vends, la systémique, mais ça coûte moins cher, parce que notre objet de modification, c'est un lien immatériel. Ça coûte rien, ça, en général. Pas un peu de temps, quoi, mais c'est à peu près tout. Troisième chose, ça résout des problèmes auxquels on n'a pas pensé. Parce que quand on change une interaction, en fait, ça chahute un peu le système, ça révèle d'autres problèmes, et des fois, ça résout d'autres problèmes. Et puis, évidemment, quand on travaille sur les interactions, c'est le quatrième argument, c'est que ça ajoute de la robustesse au système. Enfin, en tout cas, ça peut ajouter de la robustesse au système. Donc, il n'y a vraiment pas photo. La systémique, il faut y aller, mais sans hésiter. Oui, donc ça nécessite un peu de courage. C'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser au troisième tome de François Dupuis, Lost in Management. Le livre s'appelle « On ne change pas l'entreprise par décret ». Et dit « Vous aurez beau bouger votre organigramme, si vous n'avez pas compris la raison pour laquelle les gens font ce qu'ils font, vous ne changerez rien en fait. » Exactement. Voilà, et en fait, c'est plutôt que de s'intéresser aux éléments, intéressons-nous au flux. Ouais. Et là, en fait, on touche véritablement le système. Moi, j'avais une question, c'était sur est-ce que il existe un diagnostic qu'on peut faire pour voir si on est plutôt dans la robustesse ou plutôt dans la performance ou plutôt ailleurs? Oui. Alors, il y a dans le monde de la performance, on adore les indicateurs de performance. Ouais. Alors, c'est le mot indicateur, c'est génial parce qu'un indicateur de performance fait l'hypothèse que le monde est stable. Parce qu'un indicateur, c'est statique.
Alors, et donc là, c'est là que je peux citer la loi de Goodhart, qui est parfaite pour ça. La loi de Goodhart, elle dit, quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Exemple, voilà. Donc ça veut dire que tout indicateur est toxique. Hein. Donc l'exemple typique, c'est le sportif de compétition. Hein. C'est celui que je prends souvent. Un sportif de compétition, si vraiment il veut être performant, donc il voit que sa cible, sa mesure, aller être le premier sur le podium, et ben il va se doper, quoi. Et ben là, il est en train de s'intoxiquer pour atteindre la meilleure performance. Alors que c'est un sportif. Donc il est en train de détruire son corps pour atteindre la meilleure performance. Un autre exemple, c'est dans l'éducation, le bachotage. En gros, si je veux passer mon examen, je vais bachoter à fond la veille, comme ça je vais passer mon examen, mais j'aurai rien appris. C'est ça qui est terrible, hein, c'est que on a l'impression de performer, c'est super, mais en fait, on fait le contraire de ce que le sportif, il fait plus du sport, l'étudiant, il apprend plus rien, quoi. Et c'est vrai pour l'économie, hein, les KPI financiers, où on oublie tout le reste, le social, l'écologique, etc., quoi. Donc ça, c'est les indicateurs de performance. Alors, du coup, dans le monde de la robustesse, le monde de la robustesse, c'est un monde qui est dans la systémique, qui est dynamique. Et donc, du coup, les indicateurs sont caducs. Parce que dans un monde fluctuant, un indicateur, il va probablement être faux, quoi. L'exemple typique, c'est le Covid. Hein. Les entreprises avaient des magnifiques objectifs commerciaux en 2019 et ils sont tous plantés. Enfin, je veux dire, les entreprises ne se sont pas plantées, mais les indicateurs n'avaient plus aucun sens en 2020, quoi, parce qu'on était en pleine pandémie, quoi. Bon, donc du coup, dans le monde de la robustesse, on ne fait pas on ne suit pas trop les indicateurs de performance, on fait des tests de robustesse. Donc le test de robustesse, c'est quelque chose qui est dynamique. Et donc comment ça ressemble à quoi? C'est tout simple. Il faut prendre le business plan, le modèle économique, on prend des paramètres et on les fait fluctuer virtuellement. Donc par exemple, l'année prochaine, le pétrole coûte 30% plus cher. Est-ce que mon modèle économique tient toujours? Un autre exemple, c'est j'ai une méga inondation dans ma région, où j'ai des usines, où j'ai des entreprises. Est-ce que ça affecte mon modèle économique, quoi? Est-ce que j'ai un plan B, quoi? Un autre exemple, c'est je perds la subvention de l'État l'année prochaine, quoi. Est-ce que ça affecte mon modèle économique, quoi? Et donc, si on passe toutes ces fluctuations, virtuellement, hein, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des marges de manœuvre. Donc, c'est là où, par exemple, on diversifie ses activités. Peut-être qu'on fait tourner les machines moins vite. Peut-être qu'on fait des ateliers de réparation. Enfin, j'en sais rien. Après, c'est très situé, hein, ça. Et du coup, en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand on fait des tests de robustesse, on réenchante le risque. C'est que le rapport au risque change. Dans le monde de la performance, on slalome entre les risques. C'est de l'agilité, quoi. Et donc l'agilité, c'est de la performance. Hein. On slalome entre les risques, et donc il y a bien un moment où on finit par se planter, quoi. Alors que dans le monde de la robustesse, on fait de l'adaptabilité. Ça veut dire qu'en fait, on a pris en compte le niveau de risque et on a construit un modèle socio-économique sur le risque. Et donc, quand il y a une fluctuation, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, on l'avait prévu. On avait pris suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir avoir un modèle économique viable avec ce niveau de fluctuation. Oui, et moi, ça me fait penser aussi au concept de normativité de Georges Canguilhem. Je ne sais pas si... Je connais pas ça, oui. Puisqu'on est dans la... Non, mais on parlera aussi un petit peu de la santé. Je pense que c'est un terme qui t'est cher. Où lui aussi il est clair parce que c'est un médecin et philosophe. Ce concept de norme où en fait la médecine a voulu tout normer. On est en bonne santé justement quand j'ai 37 et pas 37 et demi, ça y est, là je suis malade. Donc tu vois le rapport entre normal et pathologique, et lui le réinvente, le propose différemment en disant finalement le normal, c'est la capacité à pouvoir poser plein de normes différentes en fonction du besoin, alors que le pathologique, c'est j'en ai qu'une seule et je ne peux pas faire autrement que de me conforter et de poser, je vois bien ta cible, ton indicateur qui est en fait très fixe. Oui, c'est pas mal. Ça me parle. Et donc et finalement, on tombe dans le pathologique. Et donc, est-ce que l'entreprise est malade en faisant ça, puisque rigidifiée dans une norme qu'elle ne peut pas...
changer. Elle est coincée dans un canal, quoi. Hein. La performance, c'est l'optimisation, c'est la canalisation. Et c'est la pauvreté des liens, finalement. Hein. C'est la pauvreté des interactions. Et du coup, c'est en effet pathologique. C'est presque sociopathe, quoi. C'est qu'en fait, quand on réduit le nombre d'interactions, c'est très pauvre, socialement, économiquement, et donc c'est très fragile. Et alors c'est étonnant parce que alors, là aussi, on est dans un monde bourré de paradoxes. Hein. On n'arrête pas de parler du monde hyper connecté. Donc on pourrait se dire, ah bah non, c'est tout le contraire en fait. On est les entreprises, les citoyens, tout ça, tout le monde est hyper connecté. On a plutôt multiplié les interactions. Et donc on va dire, ah bah, c'est du coup beaucoup plus robuste. Alors il y a une partie, oui, où on a accès à plus d'informations qu'avant, à des informations différentes. Mais il faut bien comprendre que notre mode d'interaction, c'en est qu'un. C'est Internet, quoi. Ça, c'est une interaction. C'est pas qu'on a accès à des tas de médias, etc. C'est un mode d'interaction. Les êtres vivants, quand on dit qu'ils font plein d'interactions, ils communiquent pas que par Internet. Enfin, ils sont pas un équivalent, mais ils ont des interactions chimiques, électriques, physiques, avec des tas de molécules différentes. Nous, on est hyper connectés, mais on a simplifié énormément nos modes d'interaction avec des boutons poussoirs et des écrans, quoi. Il y a un très bon bouquin là-dessus, Stefano Boni, Homo Confort, qui en parle très bien. On le mettra dans les notes de l'épisode. Moi, par rapport à ce que tu viens de dire, Lucie, j'ai une question qui vient, c'est comment est-ce qu'un dirigeant ou un leader ne passe pas pour un fou quand il va aller faire des liens que lui seul peut imaginer ou voit et qui ne semble pas avoir de rapport avec le modèle de l'entreprise. Je prends une entreprise de service quelle qu'elle soit. Si à un moment la personne dit bah moi je pense qu'il faut intégrer le fait que demain il n'y ait plus de pétrole, on va dire mais attends, moi j'en sais rien, on avait une entreprise de services numériques, tu peux dire mais en fait quel est le lien avec le fait que au pire si les gens ils ont pas de bagnole et ben ils font du télétravail. Mais malgré tout, je pense que la connexion peut être largement faite. Et le fait de l'intégrer peut permettre de travailler sur le sujet. Ouais. Comment est-ce qu'on passe pas pour un barge ? Alors c'est là que la question écologique est pas mal, parce qu'en fait, en effet, si on dit juste ça, on peut même passer pour quelqu'un qui est dans la théorie du complot, qui a des signaux extérieurs qui lui disent ah ça y est, la Russie va attaquer demain. Enfin, j'en sais rien, mais voilà, des trucs un peu fous, quoi. Donc en effet, alors, là où on peut revenir à quelque chose de beaucoup plus scientifique, mais donc pas du tout de folie, et très rationnel, il faut juste lire les rapports du GIEC, quoi, de la CIA. En fait, tous ils disent la même chose. C'est pas moi qui vous dis le monde du 21e siècle sera fluctuant, c'est tous les rapports scientifiques, dans tous les secteurs. Donc en fait, ce qui est fou, c'est de ne pas considérer que le monde va devenir fluctuant. Enfin, il l'est déjà, hein, il est déjà très fluctuant. Hein. Les méga-feux, les méga-innovations, les remous sociaux, les crises géopolitiques, on est déjà dedans, en fait. Ça fait une dizaine d'années qu'on est déjà bien rentré dedans. Hein. Et ça va s'amplifier. Donc ça, c'est ce que disent les rapports scientifiques. On est en train de le vivre. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire ceux qui croient, enfin, qui sont un peu dans une forme de déni du monde stable, alors qu'on a passé la crise Covid. Enfin, je veux dire, faut quand même y aller. Hein, crise énergétique, enfin, ça se multiplie là. La polycrise, elle est là. Ceux qui sont fous, c'est ceux qui pensent que le monde est stable, ceux qui s'obstinent dans l'idéologie du monde stable performant. Et donc on en revient un peu sur les réseaux sociaux qui sont quand même assez critiques, mais ça reste des plateformes de désinformation massive. Le rôle des médias qui... Ouais. Moi, j'ai le sentiment que dernièrement, ça prend un peu plus de place, mais c'est pas encore une place qui est centrale. Mais on va reparler de temps en temps d'un feu, on va parler d'une catastrophe, etc. Mais sans faire le lien avec tout ça. C'est qu'on est dans le... Je te donne les faits et tu fais ce que tu veux. Et d'autres vont se charger d'aller créer des liens. Et donc là, tu te retrouves avec des liens quand tu vas après... Regarder donc les plateformes sociales, tu dis mais ces gens-là ne sont pas câblés en fait. Ils sont paresseux, mais... c'est marrant, hier j'ai sorti un nouveau livre qui s'appelle De l'incohérence, et justement je parle beaucoup de ça. Pas que de ça, mais en partie. Parce que ces réseaux sociaux et tout ça, là, en fait, c'est des... en fait, quand on est dans la performance, en fait, l'injonction de cohérence vient tout de suite après, quoi. Ou avec, quoi, en fait. Donc les réseaux sociaux, c'est des machines à fabriquer de la cohérence. Hein. De la cohérence au sens dérive sectaire des choses. C'est que le maximum de cohérence, c'est la dérive sectaire. C'est que tout le monde est d'accord, on suit tous le gourou et on questionne plus rien. Ça, c'est hyper cohérent, quoi. Et du coup, les réseaux sociaux, c'est des machines à créer de la cohérence et du coup de l'exclusion. C'est ça le paradoxe. C'est que plus on est cohérent et plus on est excluant.
C'est les sectes, quoi. Déjà que le cerveau humain est lui-même une machine à créer de la cohérence. Ne supportant pas l'incohérence. Donc, si en plus on rajoute une couche... On a ajouté des automates algorithmiques qui, eux, fonctionnent que sous des injonctions de cohérence, parce que c'est leur métier, quelque part. Hein. C'est du calcul. Le calcul, ça fabrique de la cohérence, quoi. Et donc, on se fait avoir, parce qu'en plus, nous, on adore la cohérence, par des machines qui, elles-mêmes, sont très cohérentes. Donc, du coup, on a inventé un monde qui est plutôt polarisant, par excès de cohérence. Alors, c'est là où c'est extraordinaire de voir les êtres vivants, parce que quand on dissèque les réseaux du vivant, les réseaux de neurones, les réseaux moléculaires, les réseaux des écosystèmes, on trouve plein d'incohérences. Les êtres vivants sont bourrés de contradictions internes. Et ben, c'est ça qui permet au système de ne pas dériver vers des formes de dérives sectaires, vers des explosions exponentielles, quoi. En fait, les systèmes vivants s'arrêtent avant. Il y a des tas de freins internes, quoi. Et juste pour finir là-dessus, en fait, ce qui est un peu rassurant quand même, c'est que dans nos sociétés, là aussi, il y a du déjà-là robuste basé sur des incohérences, sur des contradictions internes. Le contrat social, par exemple, il y a des tas d'exemples d'incohérences. Secret médical en médecine, c'est une contradiction interne. Secret des sources pour les journalistes, pareil, c'est un frein interne. Dans les démocraties, le premier rôle du pouvoir, c'est d'alimenter les contre-pouvoirs, les parlements, les journalistes. En fait, il y en a les quotas de pêche, enfin bon, je peux vous faire la liste après, il y en a vraiment plein. En fait, on est capable de penser l'incohérence, mais dans un monde qui est sous l'injonction de performance, dans ce culte de la performance, on a tendance à les faire sauter. Le 49.3 pour zapper le Parlement, le secret des sources pour des injonctions, on va dire, vigipirate ou terrorisme, du coup on veut savoir qui sont les sources, et donc on est en train de fragiliser les journalistes, le pouvoir, enfin c'est la médecine, etc., quoi. Est-ce que puisque tu es arrivé avec Manifeste pour une santé commune que tu nous as très gentiment offert, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce qu'on n'a pas eu l'occasion encore de l'ouvrir. Alors, donc c'est un manifeste qu'on a porté à 4. Hein. On est 4 membres de l'Institut Michel Serres, donc Yoann Grossiou, Fabrice Riem, François Collard-Dutilleul et moi-même. Alors, ce qu'on veut faire dans ce manifeste, c'est un peu la suite, ou une suite, disons, du contrat naturel de Michel Serres. Donc, Michel Serres, dans le contrat naturel, disait que dans les interactions humaines, dans le contrat social, on oublie un peu la nature. C'est que des humains qui se parlent entre eux, et puis la nature, elle est gratuite et limitée, quoi. Bon, sauf qu'elle est ni gratuite ni limitée, et du coup, il faut l'intégrer comme un troisième partenaire. Et donc, le contrat naturel, c'est des humains qui interagissent les uns avec les autres, mais aussi avec un troisième partenaire. Donc, c'est ajouter le troisième fil de la prise de terre, quoi, avec un grand T. Et du coup, la santé commune, c'est une méthode pour rendre ce contrat naturel opérationnel. Alors, c'est 3 étapes, et c'est important que ce soit la santé, hein, évidemment. Alors, la première étape, c'est passer plus de temps sur les questions. Donc, quand on a un projet d'entreprise ou autre, associatif, n'importe quel projet, passer du temps sur les questions. Donc, ça veut dire présenter son projet à des personnes très distantes. Et si vous présentez votre projet à une ballerine, à un boulanger, à un trader, vous allez rentrer dans l'imaginaire de ces personnes-là, juste quand vous le présentez. Hein. Et peut-être que ça va questionner votre projet. Vous allez lui dire, en fait, finalement, non, c'est pas ça mon projet, c'est autre chose, quoi. Et donc, vous faites passer un test de robustesse sur votre question, en questionnant la question. Donc ça, c'est la première étape, et c'est vraiment indispensable. Aujourd'hui, on apporte beaucoup trop de très bonnes réponses à des mauvaises questions. Hein. C'est ça, on en crève un peu de ça. Les éoliennes géantes offshore, par exemple, voilà, ça c'est une excellente réponse à une très mauvaise question, quoi. Bon, voilà, donc passez plus de temps sur la question. Première étape. Deuxième étape, le projet, il doit alimenter la santé humaine, la santé sociale et la santé des milieux naturels. Les 3 santé en interdépendance et sans exclusion, quoi. Les 3, 1, 2, 3, quoi. Dans la santé des milieux naturels, faut préserver la santé de l'eau, des sols et de la biomasse, des êtres vivants. Les 3, sans exception. Donc là, on a déjà un projet qui est plutôt pas mal. Hein. Et bon, alors, faut penser ça de façon indirecte aussi. Hein. Quand on est une entreprise, ça peut être via ses fournisseurs. Hein. Je dis pas que tout le monde peut faire tout seul, quoi. C'est dans un. Oui, on n'est pas tous directement connectés au vivant. Voilà, exactement. Mais en fait, on a tous un lien au vivant. Un lien au vivant. Ouais. Ça, juste la nourriture qu'on a, voilà, c'est tout de suite on a un lien au vivant. Là. Donc les collaborateurs, voilà, où est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils ont accès à d'autres formes de nourriture, ça peut juste être ça. Hein. Voilà. Ou si on est une papeterie, le papier d'où il vient, voilà, comme ça. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc ça, déjà, voilà, on a un projet qui... Donc on ne s'est pas encore posé la question de l'économie. Hein. Mais là, on a une idée de projet. On se pose la question de la santé, enfin des santé, en interdépendance. Troisième étape,
test de robustesse sur le projet. Donc, on le fait fluctuer. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le test de robustesse, les fluctuations, le pétrole qui monte. Voilà. Et une fois qu'on a passé cette troisième étape, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit un modèle économique. Et là, l'économie n'apparaît qu'à ce moment-là. C'est que l'économie, ça doit être le produit de sortie. Il ne faut pas que ce soit la contrainte d'entrée. En fait, très souvent, quand on fait un projet, la première question qu'on se pose, c'est la viabilité économique du projet. Quand on commence comme ça, c'est raté. C'est raté parce que c'est pas robuste. L'économie, c'est une abstraction. C'est une abstraction. Donc, on ne peut pas fonder un projet sur une abstraction. En fait, l'abstraction, elle n'est pas si abstraite que ça. Elle marche que parce qu'il y a beaucoup de pétrole pas cher encore. Mais quand c'est moins le cas, ça marche plus du tout, quoi. Donc, du coup, si on fait ça, en fait, l'économie devient un produit de sortie et aussi, c'est évidemment des valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on met d'abord le bien-être, la santé, avant tout le reste. Et là, on est de nouveau terrien. C'est ce que font les êtres vivants. En fait, c'est ça ce qui guide les êtres vivants. Ils font pas de l'économie. Enfin, ils font de l'économie. L'économie, c'est le produit. Ils s'en rendent pas compte, quoi. Mais ils font de l'économie au final. Mais ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est plutôt la santé, quoi. On peut le dire comme ça. Dans l'autre livre, l'éloge de la robustesse. Enfin, moi, j'appelle ça un éloge à la robustesse. Mais tu dis la question n'est pas de savoir si le basculement va avoir lieu, mais de quelle façon nous allons le vivre. Et ce que je te disais tout à l'heure, là, quand on mangeait un cookie, c'est... moi, il y a deux grandes questions qui viennent avec ça. C'est un, de quelles entreprises le monde a besoin, et deux, de quels leaders ces entreprises ont besoin. Alors, t'as peut-être pas de réponse là toute faite, mais je vois bien que t'as une petite idée quand même. Alors, c'est une question difficile. Alors, on sait qu'il y a des... Alors, je vais le dire simplement. La robustesse, c'est un grand principe. Pragmatique dans un monde fluctuant, mais c'est aussi une méthode. Donc là, il y a la santé commune, mais c'est juste, si on reste sur la robustesse, c'est le premier critère. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des tas de solutions, il y a des tas d'entreprises, et en fait, il y en a beaucoup qui sont contre-productives, des solutions et des entreprises. Si on commence à mettre un premier critère de robustesse, on va faire le tri. Donc par exemple, la fast fashion, ça dégage. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Même si dernièrement, la directrice de communication d'une des grandes marques de fast fashion a fait à peu près le tour de tous les plateaux télé pour expliquer qu'ils faisaient de la seconde main, qu'ils étaient bio, qu'ils étaient machin, etc. C'est juste horrible. Ah oui, bien sûr. C'est pollué, ça pollue de plusieurs façons. Ils sont malins. C'est la récupération à c'est de la seconde main de récupération. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est facile. La fast fashion, c'est assez facile de faire. Et quand tu dis la fast fashion, ça dégage, c'est quoi ? Tu ponds une loi à l'échelle européenne où tu dis, écoute, en fait, on veut plus de vos produits chez nous, donc c'est no way. Moi, je le ferais économiquement. Je mettrais une taxe à 2%, comme ça, voilà, c'est terminé, quoi. Tu fais ce qu'appelle Jean-Marc Jancovici du protectionnisme intelligent. Exactement, voilà. Ou c'est être passif-agressif, quoi. C'est qu'on vous interdit pas de faire ce que vous voulez, mais nous, voilà. Par contre, ça, on va vous faire payer au prix fort, quoi. Et c'est incroyable que ce soit pas déjà le cas. Enfin, c'est quand même fou, quoi. Là, il vient d'avoir une étude, là, ils en parlaient ce matin sur France Culture, là, sur les nanoplastiques. Là, quand on commence à avoir des liens assez forts entre nanoplastiques dans le sang et cancer. Je parle de ça parce que beaucoup des nanoplastiques, c'est beaucoup des vêtements, quand même, qui sont comme ça, qui se peluchent, quoi, et qui partent. Et donc, si on a des vêtements qui sont pas très bien faits, qui sont produits massivement, qui sont jetés massivement, c'est autant de nanoplastiques qui vont dans les rivières, etc. Et c'est autant de pollution et qui est extrêmement difficile à gérer après, quoi. Donc voilà, le critère de robustesse, c'est le premier pour faire le tri. Et même pour les entreprises elles-mêmes, c'est qu'en fait, elles savent, si elles sont pas robustes, qu'il faut qu'elles changent, quoi. Dans un monde fluctuant. Moi, si j'étais chef d'entreprise, c'est vrai que ce serait la première question que je me poserais, quoi. Est-ce que je suis robuste, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Après, alors sur le type de leader, là pour le coup, j'ai une réponse assez, parce que je vais pas donner secteur d'entreprise. Là, ça serait difficile, mais en gros, on le voit bien, quand même. C'est des entreprises qui sont plutôt favorables à l'agroécologie, au tout réparable, à l'économie de la fonctionnalité, qui sont plus participatives dans leur organisation, en gros, qui ont un lien à la terre, quoi, d'une façon ou d'une autre. Mais bon, après, c'est toujours... C'est ce qu'a tenté de nous donner à voir le Covid avec le retour de l'essentiel. Exactement. Les premiers de cordée qui étaient finalement qui tenaient toute la société, quoi.
Donc, et exactement. Et puis on peut aussi imaginer des nouvelles grilles salariales aussi avec ça. Mais sur le décideur, le leader, pour moi c'est très clair. Un leader dans le monde de la robustesse, c'est quelqu'un qui bascule du pouvoir à la puissance. Donc un leader dans le monde de la performance, c'est un meneur au service du pouvoir. Donc c'est en gros, donc le pouvoir, c'est le contrôle et la prédation. On met tout le monde sous cloche, tous au service du leader, et on stérilise tout le monde, quoi. On laisse surtout pas émerger des initiatives. C'est nous qui décidons, quoi. Donc c'est le dictateur, pour le dire rapidement, quoi. Et dans le monde de la robustesse, le leader, c'est un facilitateur au service de la puissance. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de se mettre en retrait pour que les initiatives locales émergent, se déploient, se partagent. Et du coup, où même le leader peut disparaître, quoi. Ça va continuer, il y aura des relais et ça va se propager. Ça, c'est de la puissance. Et donc, le rôle de facilitateur, c'est de mettre en résonance et de stimuler les interactions. C'est encore de la systémique. En fait, le monde du pouvoir, c'est la pauvreté des interactions, parce que ça dépend que d'une personne. Et la puissance, c'est la diversité, la densification des interactions. Et c'est très réjouissant, parce qu'en fait, ça veut dire que quand on perd le pouvoir, parce que perdre le pouvoir, on peut se dire, ah bah mince, alors voilà, on a perdu quelque chose, quoi. C'est comme perdre la performance, ça paraît très négatif. Mais en fait, quand on ne fait plus du pouvoir, on fait de la puissance. Donc on a tout gagné. Le pouvoir rend impuissant. C'est comme performance et robustesse, ça s'oppose. Donc, quand on passe dans la robustesse, on est dans la puissance. Donc c'est à mon avis beaucoup plus réjouissant. On passe de la pauvreté des interactions à la richesse des interactions. Je ne sais pas si on a répondu à la question de Romain qui était comment est-ce qu'on passe de la biologie à l'entreprise, parce que on a mélangé ces deux mondes beaucoup, mais que j'allais dire, tu vois, si on revient à ton parcours, pourquoi tu fais ces choix-là et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, pourquoi tu défends tous ces sujets? Alors, c'est que je pense que vous le sentez, ça me tient à cœur Oui. un petit peu. Au-delà de la passion. Voilà, au-delà de... Ouais. Donc, ça vient de la biologie quand même. C'est-à-dire qu'au départ, je trouvais ça super pour la biologie, quoi. Et puis après, je me suis rendu compte que ça pouvait être utile dans l'entreprise. Et puis après, là où je suis sur la ligne de crête entre le scientifique et le militant, c'est qu'en fait, je me rends compte que les entreprises n'ont pas toutes compris à quel point le monde allait devenir fluctuant. Souvent, quand on leur parle d'écologie ou de crise socio-écologique, ça reste des tonnes de CO2, quoi. Ou un été qui sera 2 degrés plus chaud l'année suivante, ou des choses en fait relativement mineures, quoi. Même la biodiversité, quoi. La chute de la biodiversité, à la limite, qu'il y ait moins d'insectes, c'est pas gênant, quoi. C'est même mieux, quoi. Je caricature, mais on ne voit pas, pas encore en tout cas, une culture écologique réelle de ce que le monde est, un monde dégradé écologiquement, à quoi ça ressemble. Alors, il y a des endroits où ça se voit, les méga inondations dans le nord de la France, là, les méga inondations à Verviers en Belgique en 2021, là, où la moitié de la ville a été balayée par une rivière qui est sortie de son lit. Il y a des endroits où on voit des vraies fluctuations qui commencent à correspondre aux fluctuations qu'on va vivre au XXIe siècle. Mais c'est trop ponctuel pour qu'il y ait une réalisation globale de ce truc-là. Donc du coup, moi je viens avec mon bâton de pèlerin en expliquant que c'est ça le sujet. Il faut faire une hiérarchie, quoi. On se dit, est-ce que c'est le CO2 qu'il faut mettre en premier? Est-ce qu'il faut acheter une voiture électrique? Est-ce qu'il faut mettre des panneaux solaires? Enfin, on est tous... il y a beaucoup l'énergie qui domine et beaucoup le CO2 qui domine. Alors qu'en fait, il faut bien réaliser ça, et ça je le dis souvent aussi aux entrepreneurs, quand on s'attaque au climat, à la question climatique, en général, on aggrave la pénurie de ressources, on aggrave l'effondrement de la biodiversité et on fait des pollutions. Donc quand on a des solutions pour le climat, en général, elles sont très négatives pour les autres sujets socio-écologiques. Alors que si on commence par la biodiversité, c'est positif pour le climat, c'est positif pour les pollutions, c'est évidemment positif pour la biodiversité, et c'est positif pour la pénurie de ressources. Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose c'est un message qu'il faut faire passer, quoi. Que le climat, c'est un vrai sujet, il n'y a pas photo, c'est un vrai sujet, mais c'est un symptôme. Le CO2, c'est un symptôme, c'est pas la cause. La cause, c'est notre performance, notre volonté de faire la guerre à la vie. Et donc, c'est la biodiversité, le premier sujet. Et donc, dans la biodiversité, le premier levier qu'on a, c'est l'agriculture. La moitié des frontières planétaires, il y en a 9, la moitié, ça dépend de l'agriculture. Et on a toutes les solutions. Actuellement, on les a toutes. Donc, on peut déjà régler la moitié des lignes planétaires juste en changeant le mode agricole.
Donc là, enfin, faut pas attendre. Donc du coup, j'apporte ma petite bille à l'ouvrage, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé aux symptômes et donc au climat en premier? Est-ce que c'est parce que c'est entre guillemets plus facile, hein, parce que c'est pas facile, mais ou pour d'autres raisons plus, je sais pas, plus politique ou plus, je sais. Ouais. Je suis assez cynique là-dessus, donc je ne connais pas l'histoire, mais j'ai quand même une petite hypothèse, on va dire, mais qui est quand même un peu échafaudée. Donc le GIEC, il faut juste regarder les années. Le GIEC, il a été créé en 1988. Il faut se demander qui était à la manœuvre en 1988. Thatcher, Reagan. C'est pas franchement des écolos. Et quand on regarde ce qu'il y avait dans les années 80 comme projet alternatif au GIEC, il y avait le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui était un programme beaucoup plus ambitieux que le GIEC parce que c'était toute la question socio-écologique, et notamment les pollutions, pas que le CO2, quoi. Et donc, en fait, le choix de mettre l'accent sur le climat, alors il y a deux explications. Il y a ce truc-là qui est très cynique de dire, on va réduire toute la complexité écologique à une molécule, le CO2. Et il y a aussi le passif du protocole de Montréal, le trou dans la couche d'ozone, où c'était un gaz aussi, c'était les CFC, quoi. Et là, ça avait marché. Il y avait eu une... et ça, là, pour le coup, c'est un succès. Mais c'est le trou dans la couche d'ozone, le lien au CFC, là, c'est un problème très simple. C'était pas très systémique, ça. Enfin, en tout cas, c'est un système avec peu d'éléments, quoi. Donc, du coup, ça a bien marché. Et du coup, on a eu un petit peu la même approche pour le climat en se disant, c'est un problème de CO2. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait de la géo-ingénierie, enfin, on pense faire de la géo-ingénierie pour absorber le CO2 atmosphérique, qui est vraiment, là, c'est vraiment enterrer le thermomètre, littéralement, quoi. Et du coup, quand on a fait ce truc-là, quand on a créé le GIEC, il y avait aussi une volonté de ne pas faire de l'écologie un sujet systémique très large, quoi. On l'a réduit. Alors, ce qu'il y a de bien avec le GIEC, c'est que, heureusement, ils se sont émancipés. Et que maintenant, heureusement, ça va beaucoup plus loin. Et puis, ils font des recommandations de plus en plus sociales, etc. Donc, ça s'est élargi. Mais au départ, il y a quand même un péché originel qui nous a fait perdre beaucoup de temps quand même. Parce que quand on regarde les textes socio-écologiques entre, on va dire, 48, l'IUCN, l'Organisation internationale sur la conservation de la nature, c'est en 48, c'est la création. 72, le rapport au Club de Rome, la première conférence sur l'environnement 72. Donc en fait, on avait déjà on a eu des périodes où on s'est posé les bonnes questions. Et malheureusement, dans les années 80, on a fait développement durable, le GIEC, donc des choses beaucoup petits bras, quoi. Voilà. Pas très ambitieuses, quoi. Bon, mais ça, là, c'est en train de bouger, cela dit. Là, ça y est, je pense qu'on a passé le cap, là. Et j'avais encore une question qui complètement différente, mais Romain a nommé toutes tes casquettes en introduction. Et puis on ressent, tu vois, dans nos échanges à quel point tu as cette fibre aussi pour parler aux dirigeants, pour porter ta voix et porter tes convictions. Est-ce qu'on peut être, et comment tu le vis, à la fois chercheur et dans un monde plus entrepreneurial, si je le nomme comme ça, et comment relier aussi, parce que là aussi, il me semble qu'on a quand même beaucoup siloté, et comment est-ce que toi, tu relis ces deux mondes? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que c'est facile de le faire? Ouais, alors là aussi c'est une bascule entre l'entreprise et le monde de la recherche. Ouais. Mais alors il y a plusieurs types de chercheurs. Enfin, je le pense comme ça, je me trompe peut-être, mais il y a plusieurs profils de chercheurs. Il y a des chercheurs qui sont très verticaux, très analytiques, donc ils vont disséquer des voies de signalisation biologique, donc ils vont aller chercher la phosphorylation de la protéine X et puis voir qu'est-ce qui phosphoryle cette protéine, etc. Ouais, vraiment la dissection très très fine des processus moléculaires ou des processus beaucoup plus physiologiques, plus macro, quoi. Donc là c'est plutôt vertical. Donc là c'est plus en silo parce que du coup, il faut vraiment être expert de sa discipline et voire même de sa protéine. Et voilà. Donc là, du coup, on creuse en vertical. Et c'est un peu souvent l'image qu'on a du chercheur. Oui. C'est quelqu'un qui sait presque tout sur presque rien. C'est ça. Mais il n'y a pas que ça comme profil de chercheur. Donc moi, je suis plutôt d'une autre catégorie, mais il n'y a pas que moi. C'est vraiment deux profils, quoi. Et à mon avis, c'est 50-50 à peu près. Il y a des chercheurs qui sont plus dans l'horizontal. Plutôt agréger des tas de données, de tas de champs différents et voir ce qui sort, quoi. Qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui se parle, quoi. Et donc, du coup, c'est aussi savoir presque tout sur presque rien, mais c'est sur une fine couche horizontale, quoi. Où en fait, on fait des liens et on fait plutôt émerger des concepts, quoi.
Il y a des grands noms, hein, enfin, dans les deux cas, hein, d'ailleurs, hein, ceux voilà, les prix Nobel qu'ont trouvé CRISPR-Cas9, ça c'est très, très clairement des verticaux. Et puis si je prends un horizontal, Darwin par exemple, il regarde des tas d'organismes vivants sur de la planète et il sort une théorie de l'évolution. Voilà. Bah, ça c'est très superficiel parce qu'il a pas creusé chaque animal voilà, en profondeur, mais il en a extrait un principe systémique. Et du coup, ou synthétique, quoi. Et du coup, quand on est un chercheur qui a plutôt cette tendance-là, mais c'est par affinité, hein, c'est juste, j'ai plutôt l'esprit de synthèse que l'esprit d'analyse, quoi, je pourrais le dire comme ça. Bah, quand on est plutôt comme ça, c'est beaucoup plus facile d'aller voir les entrepreneurs, quoi. Parce que finalement, moi, je vois mes relations aux entreprises comme un nouveau matériau de recherche. Ça m'élargit juste mon champ. C'est que j'ai mes plantes quand je suis dans mon labo et j'ai mes entrepreneurs quand je suis à l'APM, par exemple. Ouais, moi j'ai une question toute con, mais tu restes optimiste? Alors moi, je suis très optimiste parce que en fait, c'est notamment à cause du tipping point. Je pense que c'est le moment où jamais de le placer. C'est quand on est, quand on explore ce monde de la robustesse, on passe beaucoup de temps dans les initiatives qui sont justement aux marges de la société. Celles qui sont les plus sensibles aux fluctuations. Donc les milieux défavorisés, les milieux écolos, ceux qui se rendent compte du monde des fluctuations. Et du coup, qui développent des projets robustes parce qu'ils sont confrontés aux fluctuations. Et alors, ce qui est super, c'est que quand on passe du temps là-dedans, en fait, dans ces milieux-là, c'est qu'on est dans le monde d'après le basculement, si on veut. Et du coup, ça donne vraiment la pêche. Ce qui déprime, c'est quand on écoute les nouvelles, les news sur la radio ou ailleurs, hein, qui sont plutôt ancrées dans le cœur du système. Donc c'est Total, c'est McKinsey, c'est Poutine, ce cœur du système complètement faisandé qui est dans le délire de la performance et qui est déprimant, quoi, qui est mortifère, vraiment mortifère. Et du coup, ça c'est déprimant. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éco-anxiété d'ailleurs, hein, c'est que c'est ça qui domine beaucoup, là, qui tous les jours nous envoie une lame de fond de déprime. Mais en fait, si on commence à regarder ce qui se passe aux marges, alors là c'est beaucoup plus réjouissant. Et aussi, quand on a une approche systémique, on sait que les systèmes basculent par les marges. C'est pas le cœur qui gagne, hein. C'est toujours les marges qui gagnent. Toujours. Les systèmes basculent toujours par les marges. C'est comme les nuées des tourneaux, hein. Les nuées des tourneaux, je prends les analogies biologiques, hein. Je suis biologiste, je peux pas m'en empêcher, mais les nuées des tourneaux, ils tournent à droite, à gauche, les oiseaux, là, et on peut se demander qui décide de tourner à droite et à gauche. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie, parce que ce sont ceux qui sont sensibles aux fluctuations du milieu. Et les oiseaux au cœur du système, ils n'ont que deux choix, c'est suivre ce qui se passe à la périphérie ou mourir, hein, mourir dans le cas extrême, quoi. Donc en fait, c'est toujours les marges qui font basculer les systèmes. Et c'est vrai, donc c'est vrai pour une nuée des tourneaux, c'est vrai pour un système social, c'est vrai pour un système physique, c'est toujours les marges qui font basculer. Donc moi, c'est ce que je dis aux entrepreneurs, hein, si vous voulez regarder le monde d'après, les signaux faibles du monde d'après, regardez vos marges. Ne perdez pas votre temps à regarder le cœur de votre activité. C'est le monde d'avant. Et marge pas au sens... Oui, pas marge financière. La périphérie, pardon. Oui, exactement. C'est la périphérie de l'activité, quoi. Voilà. Et donc, plus on va loin dans la périphérie de son activité, et plus on va loin dans le futur, finalement. Et plus on regarde le cœur, plus en fait on se replie sur soi, et voilà, on fait du Zemmour. Hein, T'as des exemples là, de projets ou d'organisations, justement, qu'on peut aller regarder qui sont robustes ou qui vont aller explorer le champ de la robustesse? Oui. Alors, il y a un exemple qu'on prend souvent dans le champ écolo, hein, c'est Pocheco, cette fameuse boîte qui fait des enveloppes vers Lille. Son patron, c'est Emmanuel Druon. Et donc, c'est une boîte, Emmanuel, en fait, il a décidé de faire une entreprise qui fait de la robustesse socio-écologique. C'est-à-dire que c'est pas seulement robustesse économique, il a mis des plantes sur son foncier qui dépolluent les solvants de ses machines. Il a mis des pigments naturels pour que ce soit digérable par les plantes. Il y a des plantes sur son toit pour isoler. Il y a des vergers. Il y a de l'agroécologie sur son terrain. Il récupère l'eau de pluie. Enfin, c'est tout un système hyper bien pensé. Il a des collaborations avec les paysans du coin pour l'agroécologie, avec les pompiers du coin pour récupérer les essaims d'abeilles sauvages. Enfin, c'est un truc incroyable, hein. Et quand on voit l'entreprise, d'ailleurs, ça se voit tout de suite, hein, que c'est pas une entreprise standard, hein. Et ce qui est génial, c'est que, et aussi au niveau social, hein, c'est extraordinaire, hein, les salaires, ça va de 1 à 4 et le PDG, il est au milieu, hein. C'est vraiment penser complètement différemment l'entreprise. Et ce qui est super, c'est que c'est une entreprise où il y a beaucoup de monde. Enfin, ils sont une centaine, hein, à peu près, et il y a beaucoup de jeunes. En fait, ceux qui viennent bosser chez Pocheco, ils sont pas fascinés par les enveloppes Kraft, hein. Ils viennent là pour apprendre
apprendre à travailler dans une entreprise du futur, quoi. Et bah ça, c'est. Alors, d'ailleurs, Pocheco, ils accompagnent les entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Ils ont un bureau d'études. Et d'ailleurs, ils ont diversifié leur activité. Ils ne font pas que des enveloppes maintenant. Ils accompagnent aussi les entreprises. Ils font des réunions, des conférences. C'est devenu quasiment une succursale de la maison d'édition Actes Sud. Enfin, c'est devenu quelque chose de vraiment extraordinaire, quoi. Bah voilà, ça a un exemple qui peut inspirer, quoi. Ouais, génial. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, Olivier, qui tient à cœur ? Peut-être l'éco-anxiété, je vais rajouter une couche. Parce que souvent, moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont quand même assez déprimés par ce qu'ils entendent. En gros, on leur dit, les jeunes, on leur dit, alors, ton 21e siècle, il va être pourri, et en plus, il faut faire des efforts. Bon, ils désertent. Enfin, typiquement, les élèves ingénieurs là, de Supagro, là, tout ça, qui désertent, mais il n'y a pas que. On peut comprendre. Enfin, c'est vraiment la pire des choses, quoi. Et surtout quand en plus on démarre, quand on a 20 ans, voilà, c'est la dernière chose qu'on veut entendre. Et du coup, quand on a réalisé que ce monde fluctuant allait nous faire basculer vers la robustesse, en fait qu'on a déjà basculé, l'agroécologie, le tout réparable, l'économie de la fonctionnalité, les conventions citoyennes, l'habitat participatif, toutes ces initiatives là qui sont vers la robustesse, et d'un seul coup, on se dit que ce monde fluctuant, alors le monde va fluctuer, faut pas être dans le déni, ça va fluctuer, mais on va en faire quelque chose de ces fluctuations. On va complètement faire basculer le système de la performance à la robustesse, et il n'y aura quasiment rien à regretter du monde de la performance. Je vais le redire, il n'y a quasiment rien à regretter du monde de la performance. Le monde de la robustesse, c'est le monde de la richesse des interactions. Donc c'est beaucoup plus riche, beaucoup moins paresseux que ce qu'on faisait avant, mais beaucoup plus riche en termes d'expérience, quoi. C'est par exemple dans le tourisme, les jeunes qui disent ouais mais vous avez pris l'avion, vous êtes allés partout, nous on va pas pouvoir y aller, quoi. Ben non, en fait vos voyages seront beaucoup plus intéressants que les nôtres, enfin, les anciens, quoi. C'est qu'en fait un voyage dans le monde de la performance, c'est on prend l'avion, on va en Thaïlande pendant une semaine et on revient. Bon, on est très fatigué, on n'a rien vu, on est comme à la télé, quoi. Et en plus, c'est très frustrant. Enfin, voilà. Les jeunes là, qui vont partir en Thaïlande, peut-être qu'ils vont passer 1 an en Thaïlande. Ils vont travailler en Thaïlande, ils vont rencontrer les gens. Ça va être un voyage initiatique, ils vont revenir différents. Et ils vont nous dire, mais qu'est-ce que vous faisiez au XXe siècle avec tous ces voyages qui n'avaient aucun sens, quoi. C'est ça qu'ils vont nous dire. Ils vont même pas nous juger. ils vont juste nous dire, mais vous avez perdu votre temps, quoi. Donc voilà, pour moi, la robustesse, c'est aussi une réponse à l'éco-anxiété parce qu'on se projette dans le monde fluctuant et vraiment, on en fait quelque chose. C'est qu'on réenchante le risque. Le risque ne fait plus peur parce qu'on a tout construit dessus. Et on vit beaucoup mieux, avec plus d'interactions, voilà, c'est socialement, écologiquement, on s'est reconnecté à la Terre. Enfin bon, franchement, moi je signe tout de suite pour la robustesse. Je suis j'ai un petit conflit d'intérêt, mais quand même. Et du coup, est-ce qu'on peut te demander pourquoi tu dis presque rien ? Qu'est-ce que tu mets dans le presque ? Dans le presque, il y a peut-être des choses, il y a des choses du monde de la performance qui sont quand même extraordinaires. Enfin, les progrès de la médecine, voilà, il y a des moments de performance qui ont vraiment été très positifs, même dans l'éducation, en fait, dans tous les secteurs. Mais dans le monde de la robustesse, alors c'est là où il faut bien faire le dosage, c'est-à-dire qu'on va garder des moments de performance. C'est comme la fièvre pour les êtres vivants. Il y a des moments où il y aura toujours de la recherche, il y aura toujours de l'innovation, il y aura toujours de la médecine, mais ce sera certainement pas la même que celle justement qui est trop normée actuellement, quoi. Une médecine aussi plus riche, plus en interaction, avec une grande diversité de pratiques, mais il y aura aussi de l'innovation. On va aussi inventer des nouveaux vaccins, etc. Enfin, je veux dire, ça n'empêche pas ça, mais c'est le dosage qui va changer. On va pas faire que du biomédical ras des pâquerettes chimique, quoi. Ça va être beaucoup plus divers. Ça, voilà. Donc c'est le quasiment rien, c'est si on va trop loin. C'est-à-dire que si on va trop loin dans la robustesse, faut peut-être que je le dise aussi, la robustesse s'oppose à la radicalité. Quand on est dans la radicalité, on retourne dans la performance. C'est ton sectarisme, en fait. Exactement, c'est du sectarisme. Exactement. En fait, la radicalité pousse à... en fait, c'est le gourou, c'est la dérive sectaire. Voilà, exactement. Donc, du coup, la robustesse, c'est le juste milieu, ou c'est le donut de Kettler-Rourf, quoi. C'est entre les deux, quoi. Voilà. Il faut un dosage à trouver entre robustesse et performance. Mais dans notre monde actuel qui est très, très, très performant et qui se pose la question de la robustesse seulement quand il y a des crises, là, on va plutôt passer dans un monde où on va faire beaucoup de robustesse et de temps en temps, on va s'autoriser de la performance. Et je vais dire timeline, je cherche le mot en français. Tu m'excuses. Oui, l'horizon de temps. L'horizon, ouais. Oui.
Alors les entend, si on suit le rapport au Club de Rome, Denis et Donella Meadows qui ont travaillé là-dessus, c'est maintenant en fait. Pour moi, le basculement, il a démarré dans la décennie 2010-2020. Il y a des indicateurs comme ça qui sont très clairs. L'espérance de vie en bonne santé, donc ça peut être ce qu'on peut regarder du monde de la performance. L'espérance de vie en bonne santé aux États-Unis, elle augmente jusqu'en 2015. À partir de 2015, elle baisse. En 2010, les 10 capitalisations boursières, les premières à Wall Street, c'était que des pétroliers. En 2020, c'est que du numérique. Donc il s'est passé, il y a eu des basculements. Là, dans ce podcast, je pense que vous le savez bien. Mais du coup, le basculement, il a lieu maintenant. On est dedans, en fait. Et pour moi, l'échéance de temps, c'est 5-10 ans, quoi. Le monde de la robustesse, il vient à très court terme, en fait. C'est qu'on a déjà, on est dans le processus de basculement, quoi. L'exemple typique, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, ça a vraiment commencé dans les années 80, de façon très embryonnaire. En 2010, les mélanges variétaux, par exemple, un niveau d'agroécologie de base, mélanges variétaux de blé en France, autour de Montpellier, c'était 5% des surfaces cultivées. En 2020, c'est 40%. Donc là aussi, ça a basculé en 10 ans, quoi. Et aujourd'hui, malgré ce qu'on entend sur les agriculteurs, dans les médias centraux, ils disent tout le monde freine, on revient en arrière. Alors oui, c'est des petites oscillations, mais la tendance de fond, c'est l'explosion de l'agroécologie. Et l'agriculture intensive est en train de se planter parce qu'elle dépend d'un pétrole pas cher. De toute façon, elle est condamnée. Donc ça, voilà. Pour moi, ça va aller quand même assez vite, quoi. Assez vite. Ouais. Ouais. Et du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est de prendre suffisamment de distance, ou en tout cas un regard macro pour voir ces tendances de fond et regarder, parce que c'est ce que tu as eu de cesse de faire pendant toute notre discussion, de dire, alors on revient dans le passé, on regarde l'horizon de temps global, parce que c'est vrai que je crois que l'éco-anxiété, elle est aussi présente quand tu es ancré très fortement dans l'instant présent, la spontanéité, le rythme donné par les médias, où tu vois plus du tout ça et tu entends justement toutes ces discussions autour de l'agriculture qui rejette des mesures écologiques, et donc tu te poses la question, alors que peut-être que la tendance de fond globale, c'est pas tout à fait ça. Exactement. En fait, c'est vraiment la stratégie de l'hélicoptère, finalement, de prendre plus de recul, de regarder plus macro. Et en fait, ça rassure, mais dans un sens, c'est comme la sécurité. Alors, la sécurité, il y a la version performante et la version robuste. La sécurité performante, c'est de faire du très ciblé, regarder son voisinage juste soi, mettre des barricades, mettre des caméras augmentées, quoi. Ouais, c'est la version performante de la sécurité, donc hyper fragile, évidemment. Et la version robuste de la sécurité, c'est le tissu social. Et donc les interactions très lointaines, quoi. Et donc du coup, la vue beaucoup plus macro de son réseau d'interaction. Et d'un seul coup, c'est très rassurant. En fait, si on fait une sorte de carte des interactions qu'on a, c'est très rassurant pour tout, d'ailleurs, pour cette forme de sécurité. On a moins de charges, quoi, sur les épaules, quoi, quand on fait sa carte d'interaction. Ouais, si tu es dans ton petit village et que tu connais personne, tu es beaucoup plus vulnérable que si tu connais tout le monde, et que pour autant que tu as moins en aspect matériel, mais tu as plus de facilité à aller voir ton voisin, emprunter, etc. Exactement. Bon, super. Chouette. Ouais, merci beaucoup pour cette discussion qu'on attendait depuis longtemps. Merci, on doit le dire. Moi, j'ai hâte de lire le petit bouquin qui est à côté de moi. Manifeste pour une santé commune, qui m'appelle. Il est beau en plus. J'adore la couverture. Merci, parce que tu nous redonnes, on vient de le dire, mais de la perspective un peu sur les choses. Et j'aime la manière dont les mots ont un sens pour toi, et la précaution avec laquelle tu définis chaque terme parce que chaque mot a sa définition, et aujourd'hui on emploie peut-être un peu trop un mot pour un autre, qui nous met dans une sorte de brouillard et de confusion un peu paniquante aussi, et qui contribue à cet état d'anxiété lié à ce qui se passe. Donc écoute, pour moi, c'était un moment serein et inspirant. Donc, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup de votre écoute. C'est très chouette. Tu nous as permis de ralentir un peu. Oui. J'ai senti beaucoup de ralentissement. Pour transformer, il faut s'arrêter. Ouais. C'était très, très agréable. Et puis, on remettra dans les notes de l'épisode les livres, ton profil, etc. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, Olivier, de t'être prêté à l'exercice. Merci à tous les deux. Et d'avoir accepté notre invitation. Allez, à très bientôt.
fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!